Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée avec la saison de hockey qui revient dans un peu moins d'un mois. On vous fait un wrap-up des 32 équipes de la Ligue nationale de hockey ainsi que nos pronostics tout au long de la saison. Commençons cette soirée tout d'abord avec les Hurricanes de la Caroline et peut-être une des questions très importantes cette saison. Est-ce que la perte de Brady Shea nuira à l'équipe? C'est sûr que la perte de Brady Shea va faire mal à l'équipe, surtout que l'année prochaine, ils ont quand même 3 défenseurs qui vont être des unrestricted free agents, dont Dimitri Orlov qui a quand même 33 ans, Brent Burns qui va avoir 40 ans l'année prochaine. Est-ce que ça va être sa dernière saison avec les Hurricanes ou en carrière? Ça va être à voir. C'est quand même un joueur qui est extrêmement offensif dans son positionnement défensif. Donc, ça peut être un joueur qui peut être intéressant d'aller chercher peut-être pour une équipe l'année prochaine. Ce sera à voir. Et il y a aussi Riley Stillman qui va être agent libre sans restriction. Donc, défensivement, les Hurricanes, dans les prochaines saisons, ça va peut-être être plus difficile. Mais quand même, ils ont toujours Jaccob Slavin. Ils l'ont signé à un nouveau contrat de quand même 6,4 millions par année. Donc, ça va être intéressant de voir défensivement comment les Hurricanes vont se structurer dans les saisons à venir. Moi, j'ai l'impression que ça va faire mal, surtout au niveau défensif, parce qu'on sait Brady Shea, c'était quelqu'un d'extrêmement défensif. Il était capable de faire de l'attaque beaucoup, mais côté défensif, maintenant, je dirais qu'avec l'équipe, il y a juste Slavin qui est vraiment un défenseur purement défensif. Tu sais, on a Burns, Orlov, Chatfield, Gustisberg et Walker, les deux nouveaux venus. C'est beaucoup plus porté vers l'attaque que sur la défensive. Donc, ça va être difficile défensivement. Puis on a vu aussi la dernière saison, même si Brady Shea était là, on a eu des difficultés en défensive du côté des Hurricanes. Donc ça va être intéressant de voir. Il va falloir vraiment manager, si on veut, le côté défensif cette saison beaucoup plus. Ce qui va être important à regarder, c'est la situation, oui, de la défensive, mais de l'attaque, parce que Jesper Fast va manquer l'année à cause d'une blessure au niveau du cou. Donc ça va faire plutôt mal à l'attaque. Quoi qu'on a encore des gars comme Aho, Svechnikov, Jarvis, Martin Necas. Donc au niveau de l'attaque, on est toujours aussi solide. Quoique moi j'ai toujours trouvé que les Hurricanes étaient une équipe plutôt ennuyante à regarder. Je veux dire, oui, c'est une équipe qui est offensive autant dans leur attaquant que dans la défense. Mais j'ai l'impression que quand ils s'attaquent à des équipes de l'Ouest qui ont un style de jeu, comme on le connaît, plutôt plus robuste que ceux de l'Est, ça peut compliquer les choses. Donc, encore une fois, en attaque et en défense, ça va probablement se fragiliser dans les prochaines saisons à venir. J'ai l'impression, moi, que du côté de l'attaque, on va avoir un peu de difficulté cette saison. Oui, comme tu as dit, Svechnikov, Aho, Jarvis, Necas sont toujours là. Sauf que, tu sais, si on y pense à ce qu'ils ont fait l'an dernier, amener Jay Getzel, ça a bien marché pour eux. Ça a vraiment bien fonctionné. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont pas signé pendant l'été. Puis ça fait que ça fait encore un trou. Parce que si on regarde vraiment l'alignement, il y a 4 joueurs qui sont potentiellement des top joueurs offensifs, ceux qu'on vient de nommer. Le reste de l'équipe, on a Jordan Staal, rajeunit pas. Jordan Martinook, c'est plutôt un gars de 3e, 4e trio. Puis sur le 3e, 4e trio, il n'y a pas vraiment de joueurs d'impact, vraiment. Même si on a amené William Carrier des Golden Knights, je dirais qu'avec Kotkaniemi qui ne fonctionne pas, Jack Roslovich aussi qui vient d'arriver, ça risque d'être une attaque à 4 joueurs seulement. Puis le reste, regardez le train passer un peu toute la saison. Il y a aussi une autre grande question avec les Hurricanes, c'est est-ce que Rob Brind'Amour est toujours l'homme de la situation pour les amener au sommet? Moi, je pense que non, personnellement. Ça fait plusieurs saisons qu'il est là, puis comme on a vu, la saison régulière, ça va quand même assez bien pour eux à chaque saison, mais c'est en série qu'il y a toujours quelque chose qui se passe, soit comme on se rappelle avec les Rangers cette saison-ci en série, on a bien commencé, on s'est ralenti, on est revenu, puis à la fin, on a complètement abandonné, si je voudrais dire,
notre sort aux Rangers. Donc, vraiment, j'ai l'impression que Brindamour, il est pas peut-être pas sur la fin de sa vie en Caroline, parce que je pense que encore les dirigeants ils ont confiance un peu en lui. Mais il va vraiment falloir que cette saison, il prouve, premièrement, qu'il aille en série, c'est la première des choses. Et deuxièmement, qu'il fasse vraiment un gros bout de chemin en série. Ça va être vraiment important. Un peu comme quand il l'avait fait, quand il est allé en finale de l'association contre les Panthers il y a 2 ans. Mais pas se faire massacrer 4-0 quand même. C'est ça qu'il faut pas. C'est ça, avec les Hurricanes, ils sont extrêmement forts dès la première ronde. Ils affrontent souvent une équipe qui est un peu plus low profile, je pourrais dire comme ça, une équipe un peu plus facile, comme cette année, ça a été les Islanders de New York qui ont réussi à se rendre en série, on peut dire un peu grâce au travail de Patrick Roy, mais dès la deuxième ronde, comme on l'a vu cette année contre les Rangers, ça a été vraiment catastrophique. Peut-être pas catastrophique, mais ça n'a pas été vraiment les séries du siècle encore une fois. Puis il y a 2 ans, c'était contre les Panthers. Et les Panthers les ont mangés tout cru. Là. C'était je trouve que c'était une des plus belles rondes de série dans les derniers temps. Ça a été très mémorable, surtout avec les performances de Dieu presque de Matthew Tkachuk. Mais les Hurricanes, ça commence bien les séries dès la première ronde, mais après, ça s'écroule. Il faut trouver une constance dans les présences des joueurs et autant les présences dans les matchs globalement s'ils veulent se rendre un jour peut-être dépasser les finales de conférence et aller vraiment s'interposer comme l'équipe pour gagner la coupe. Passons maintenant aux Blue Jackets de Columbus et on n'a pas le choix de commencer à parler de la tragédie qui entoure les Blue Jackets et Johnny Gaudreau. Malheureusement, on le sait tous, Johnny Gaudreau et son frère sont décédés un peu plus tôt cet été. Et vous verrez d'ailleurs à l'écran le numéro 13 de Gaudreau en son honneur. Donc, autant au niveau hockey pour l'équipe des Blue Jackets que moralement, j'ai l'impression que ça va être extrêmement difficile de commencer la saison du côté de l'équipe, surtout pour des joueurs qui étaient présents depuis longtemps ou même ceux qui viennent d'arriver et qui connaissaient beaucoup Johnny Gaudreau, entre autres Sean Monahan. Donc je pense que le moral de l'équipe va être très affaibli en ce début de saison pour les Blue Jackets. Comme Étienne a dit, Johnny Gaudreau était un joueur très important pour l'équipe. C'était quand même un joueur d'un premier trio, donc ils vont avoir beaucoup de misère au début de la saison, mais ils vont sûrement se stabiliser vers le milieu et peut-être même la fin, peut-être se rendre en série, on ne sait jamais. Et moi, je trouve ça très triste pour Sean Monahan parce qu'il a quasiment signé avec lui pour rejouer avec lui. C'est sûr que dans le cas de Sean Monahan, quand même, ça a été un énorme leader autant sur la glace qu'en dehors de la glace pour Johnny Gaudreau. C'était quand même 2 très bons amis, donc je me demande vraiment si Sean Monahan va avoir le moral assez haut pour commencer la saison. On ne sait jamais vraiment ce qui peut se passer dans ces situations-là, autant tragiques soient-elles. Mais on espère évidemment autant le meilleur pour toute l'organisation, tous les joueurs, autant encore une fois en dehors de la glace que pendant les matchs. Et on espère surtout le meilleur pour Sean Monahan qui a signé quand même longtemps, quand même un assez bon montant, 5,5 millions par année. Donc, on verra ce que ça va donner au fil du temps, mais c'est sûr que les Blue Jackets vont pouvoir se relever de cette tragédie-là, aussi terrible soit-elle. Allons-y maintenant d'un point où vous allez voir, ça va revenir quelques fois avec d'autres équipes aussi. C'est la situation devant le filet du côté de Columbus qui, depuis quelques saisons, disons, va pas très bien. Donc on sait présentement que les 2 gardiens de Columbus, c'est Elvis Merzlikins et Daniil Tarasov. Merzlikins qui est normalement le numéro 1, mais on voit depuis quelques saisons que ça marche vraiment pas. Et même l'année dernière, il aurait demandé une transaction aux Blue Jackets, ça n'a pas été fait. Et encore
à ce jour, est toujours le gardien partant des Blue Jackets. Et c'est vraiment un problème. Il y a plusieurs joueurs, justement, dans les dernières saisons qui se sont plaints à l'organisation, comme quoi Merzlikins était, si on veut, entre guillemets, une pomme pourrite dans le vestiaire et qu'il devait partir. Et c'est plutôt tous les joueurs qui sont allés se plaindre qui sont partis. On pense entre autres à Seth Jones quand il était avec Columbus. Donc, le fait qu'on ait un nouveau directeur gérant et un nouveau coach cette saison aussi du côté de Columbus, peut-être que pendant la saison, avant la date limite bien sûr, ou peut-être même avant, si on veut une chance, comme Chloé a dit tantôt, de faire les séries, peut-être d'échanger Merzlikins. Ça va être quand même assez difficile. Il est sur son 3e année de contrat sur 5 ans, puis 5,4 millions sur la masse salariale. Donc, ça va être quand même intéressant de voir ce qui va se passer avec ça. Mais c'est sûr qu'il faut un changement du côté des gardiens de but chez les Blue Jackets. Sinon, j'ai l'impression qu'on risque de ne pas faire long feu encore une fois. C'est sûr que dans le cas d'Elvis Merzlikins, dès le début de la saison 2022-2023, il avait signé un contrat de 5 ans d'une valeur de 5,4 millions par année. Et avant la signature de ce contrat-là, sa première saison, quand même une moyenne, un pourcentage d'arrêt de 9,23. L'année d'après, en 2020-2021, c'est 916, ce qui est quand même assez excellent. Après ça, ça l'a baissé à 907 en 59 parties. Encore là, ça allait. Mais dès la signature de ce contrat-là, ça l'a baissé à 8,76. Et la saison passée, 8,97. Et la moyenne de buts alloués dans ces deux saisons-là, en 2022-2023, c'est 4,23 par match de buts alloués et 3,45 la saison passée. Donc, dans le cas d'Elvis Merzlikins, c'est sûr que la constance n'est pas, et pour être purement honnête, n'a jamais vraiment été au rendez-vous. C'est pas... je trouve que c'est pas un goaler qui a un calibre de gardien de but numéro 1, mais à date, c'est tout ce que les Blue Jackets peuvent se permettre d'avoir. Donc, on verra ce que ça va donner à la fin de ce contrat-là. Si Elvis Merzlikins va être re-signé avec cette équipe, quand même, en 2027, il va être agent libre sans restriction. Donc, on verra à ce moment-là si une autre équipe veut le signer ou si les Blue Jackets vont vraiment mettre tout leur espoir sur ce gars-là. Moi, j'aimerais parler d'un joueur en tant que tel, Sean Monahan. Ça va dépendre de cette saison. S'il fait très bien cette saison, il va sûrement devenir l'étoile de l'équipe. Puis malgré la mort de Johnny Gaudreau, il va sûrement devenir aussi un joueur d'un premier trio. Allons-y maintenant avec les Devils du New Jersey, qui eux ont eu quand même un été assez chargé, autant au niveau des joueurs que du personnel d'entraîneur, puisque on a un nouveau entraîneur de leur côté, et c'est l'ancien des Maple Leafs de Toronto, Sheldon Keefe, qui a signé vraiment pas longtemps après avoir été remercié par les Leafs d'ailleurs. Donc, j'ai l'impression, moi, que Sheldon Keefe, ça pourrait être une source, si on peut dire, de confiance pour l'équipe, puisque si on regarde une petite comparaison rapidement avec les Leafs de Toronto, c'est quand même deux équipes avec beaucoup de talent, les Devils et les Leafs. Ce qui manquait vraiment aux Devils, c'était devant le filet, puis on va en parler prochainement, ça a été comblé le vide devant le filet. On a une défensive très intéressante avec plusieurs joueurs de talent, mais surtout des gros joueurs, beaucoup plus imposants que ce qu'on avait à Toronto aussi, avec beaucoup plus de talent qu'à Toronto. Donc j'ai l'impression que ça peut être une très bonne affaire d'avoir amené Sheldon Keefe avec les Devils. Je trouve aussi, comme tu as dit, Étienne, que c'est une excellente affaire d'avoir amené un gars comme Sheldon Keefe au New Jersey. C'est un gars qui a, si on veut, de l'expérience en série, malgré seulement une ronde de gagner. Mais c'est un gars qui a de l'expérience, oui, en série, mais qui peut amener les Devils en série. La dernière fois que les Devils ont fait les séries, c'était il y a 2 ans, et ils ont réussi à vaincre quand même les Rangers de New York, qui étaient les gros favoris pour gagner la Coupe cette année-là. Cette année-là, c'était les Golden Knights de Vegas qui avaient gagné contre les Panthers en finale. Mais Sheldon Keefe vraiment pourrait énormément développer le potentiel
des Devils de New Jersey. On parle quand même d'une équipe qui ont des gros joueurs, évidemment à gros contrats. On parle de Timo Meier, Jack Hughes, Jesper Bratt, Nico Hischier, André Palat qui commence quand même à vieillir, mais qui reste efficace. Eric Holla, même chose. On a ramené aussi un Thomas Tatar qui peut quand même faire des belles choses, comme on l'a vu l'année passée avec le Kraken. Et je voulais parler aussi un peu de leur brigade défensive. On a des gars comme Dougie Hamilton, que j'aime appeler Zouki personnellement. On a signé Brett Pesci à un contrat de 5 ans à 5,5 millions par année. Brandon Dillon, lui, qui reste avec l'équipe jusqu'en 2027. Jonas Siegenthaler, lui, il reste jusqu'en 2028. Luke Hughes, lui, qui va malheureusement manquer les 6 à 8 premières semaines de saison. Donc, on parle peut-être d'une vingtaine de matchs, mais il peut quand même revenir en force dès qu'il va revenir, évidemment. Lui, c'est sa dernière saison avec son contrat d'entrée. Il va être agent libre avec restriction dès 2025, dès la fin de la saison, en fait, dès le 1er juillet. Donc, ça va être intéressant, évidemment, de signer ce gars-là avec peut-être un contrat assez lucratif. Donc, défensivement parlant, les Devils du New Jersey sont vraiment bien partis pour avoir une brigade défensive qui va durer quand même assez longtemps, malgré que ça va vieillir, évidemment. Si on garde un Luke Hughes pendant plusieurs années, qui va pouvoir renforcer une brigade d'éventuels prochains défenseurs qui vont venir, en gardant l'attaque géante avec des gars, comme j'ai dit, de Jack Hughes et compagnie, ça va vraiment faire la différence. Et les Devils du New Jersey, ça pourrait être la prochaine grosse équipe de l'Est à être extrêmement dominante en série éliminatoire avec l'expérience, évidemment. Moi, personnellement, je trouve ça bien que c'est Sheldon Keefe qui a pris la place de Travis Green, parce que Travis Green n'a jamais réussi à les rendre en série. Tandis que Sheldon Keefe, lui, a de l'expérience en série, donc d'après moi, il va réussir à amener les Devils en série cette saison. Comme Jay a dit un peu plus tôt, Luke Hughes va manquer 6 à 8 semaines d'activité en raison d'une blessure. Et ce qui est vraiment important cette saison pour les Devils, c'est justement d'essayer d'éviter les blessures sérieuses aux joueurs clés. Je pense entre autres à Jack Hughes et à Dougie Hamilton la saison dernière. On se rappelle, les Devils avaient commencé leur saison en feu. Jack Hughes était en feu. Et puis malheureusement, Jack Hughes s'est blessé. Dougie Hamilton s'est blessé. Il a manqué le reste de la saison. Ça a vraiment paru autant au niveau des statistiques que de la performance de l'équipe en général. Donc ça va être vraiment important que l'équipe reste en santé tout au long de la saison. Évidemment, on ne peut pas parler des Devils sans parler de leur nouvelle acquisition. Jakob Markstrom des Flames de Calgary s'ajoute à l'effectif. Les Devils qui avaient désespérément besoin d'un goaler. Et il y avait des rumeurs pendant des semaines et des semaines par rapport à Markstrom qui allait déménager, disons. Donc, extrêmement content pour Markstrom. Lui, il a 34 ans, qu'il lui reste 2 ans de contrat à 4,125 millions pour ces 2 années-là, lui qui va être agent libre en 2026, qui va être âgé de 36 ans. Donc, c'est une potentielle fin de carrière pour Markstrom. Il va sûrement être signé dès qu'il va être agent libre sans restriction, mais ça va vraiment permettre un énorme boost pour les Devils s'ils se rendent en série. Je suis pas mal sûr qu'ils vont pouvoir le faire avec Sheldon Keefe et leur brigade d'assaut cette année. Il faut quand même se rappeler que l'an dernier, Markstrom, il a été avec les Flames pendant toute la saison, mais si on regarde les Flames et leurs résultats, Markstrom, c'est un peu la raison pourquoi les Flames n'ont pas fini au dernier rang. C'est vraiment, il a été spectaculaire tout au long de la saison, malgré que son équipe allait pas bien du tout, et en plus que la direction a fait un ménage complet. On pourra en parler plus spécifiquement un peu plus tard. Mais donc, ça va être vraiment intéressant. Markstrom, je dirais que depuis le départ de Martin Brodeur des Devils, c'est peut-être le gardien avec la meilleure cote qu'ils ont eue depuis. Moi, je vais parler de l'autre gardien de but, Jake Allen. Je trouve ça un peu triste pour lui parce que lui, il voulait sûrement rester gardien numéro 1.
Mais c'est bien pour l'équipe parce que Mark Strome, il est sûrement, selon moi, beaucoup meilleur que Jake Allen. Puis ce qui est mauvais aussi, c'est pour les Canadiens de Montréal. On n'aura sûrement pas notre premier choix au repêchage parce que Jake Allen, il jouera sûrement pas 50 matchs s'il est le gardien numéro 2. On va y aller maintenant des Islanders de New York. Commençons avec justement le nouvel arrivé dans la formation et un des seuls nouveaux arrivés de l'été, Anthony Duclair. J'ai l'impression que ça va aider grandement les Islanders, que l'année passée, si on se rappelle, il y avait beaucoup un manque au niveau de l'attaque et surtout de la vitesse. Et c'est ce que Duclair va amener, beaucoup de vitesse. On se rappelle, l'an passé, au début de la saison, avec les Sharks, il amenait beaucoup de vitesse malgré que les Sharks allaient nulle part. Puis par la suite, quand il avait été échangé au Lightning, ça avait aidé grandement le Lightning au niveau de l'attaque et de la vitesse. C'est exactement ce que j'ai l'impression qu'il devrait se passer avec les Islanders cette saison. En plus, il devrait jouer avec Horvat et Barzal, ce qui aide beaucoup les statistiques, bien sûr. Donc, ça va amener vraiment un côté rapide à un joueur de centre en Horvat très habile et un buteur en Barzal. Je trouve que Anthony Duclair est probablement un des ailiers les plus sous-estimés de la Ligue. Quand il était avec les Sharks, il a quand même réussi quelques miracles malgré la débauche des Sharks depuis quelques saisons déjà. Mais dès qu'il, à la date limite des transactions, quand il est allé à Tampa Bay, qu'il a joué avec des gars comme Steven Stamkos, Nikita Kucherov, il a vraiment marqué les esprits. Ça a vraiment été une des belles signatures malgré la sortie de Tampa Bay en première ronde face aux éventuels champions de la Coupe Stanley, les Panthers. Mais vraiment, Anthony Duclair, c'est vraiment un potter, c'est vraiment un bon fabricant de jeu aussi. C'est un gars qui est vraiment très sous-estimé, quand même 29 ans, il est quand même encore assez jeune, 3,5 millions par année, son contrat présentement, il va être agent libre, sans restriction, juste en 2028. Donc je trouve que les Highlanders ont fait une excellente affaire d'aller chercher ce gars-là. Et vraiment, s'ils peuvent le garder pendant tout le long de son contrat et pas s'en débarrasser pour obtenir un choix au repêchage ou une acquisition pour les éventuelles séries, s'ils s'y rendent, ça va être une très bonne affaire pour la troupe de Patrick Roy. En parlant justement de Patrick Roy, ça va être officiellement sa première saison complète à la barre des Islanders. Et je dirais, avec ce qu'il a réussi à faire avec le peu de temps qu'il avait la saison dernière à son arrivée, j'ai l'impression que les Islanders sont dans une bonne posture au niveau de la structure, puisque on sait et on se rappelle, Patrick Roy avant avec l'Avalanche, quand même été un gagnant du Jack Adams et a quand même amené l'Avalanche à certains succès, non pas la Coupe Stanley, mais quand même à certains succès. Donc avec une saison complète, avec des joueurs qui maintenant le connaissent et un Anthony Duclair qui arrive, qui connaît déjà Patrick Roy très bien pour avoir joué avec lui dans le junior, ça va être extrêmement intéressant de voir aller cette équipe cette saison. Allons-y maintenant avec pas une controverse, je dirais, mais une surprise qu'on a eue en série, justement, avec les Islanders. C'est au niveau des gardiens de but. On a vu en série qu'on a préféré, du côté de Patrick Roy, d'utiliser Semyon Varlamov à la place de leur gardien partant, Ilya Sorokin. Et ce qui va être intéressant de savoir, c'est est-ce que cette saison aussi, si Sorokin a des mauvaises performances, comme il a connu un peu en série éliminatoire, est-ce que Patrick Roy va tout de suite y aller d'un changement et de ramener Varlamov dans la mêlée, ou bien est-ce que Varlamov va peut-être même commencer la saison? Ça reste à voir, mais ça va être extrêmement intéressant du niveau des gardiens de but, surtout que Sorokin, lui, est sur un contrat de 8 ans, alors que Varlamov est beaucoup plus vieux. Mais il ne faut pas oublier que Varlamov, lui, a été le gardien partant de Patrick Roy au Colorado lorsque justement il avait gagné le trophée Jack Adams. Si les Highlanders réussissent à faire les séries cette année, ça va être intéressant de voir quel goaler on va mettre pour ces séries-là. Encore une fois, Patrick Roy et les Highlanders vont devoir atteindre les séries, mais ça va être quand même assez intéressant de se dire
Varlamov, ça n'a peut-être pas été la solution. Est-ce que Sorokin est prêt pour des séries? Parce que, évidemment, un gardien de série, on en a quand même beaucoup dans la ligue. Je parle d'ailleurs des gars comme Jeremy Swayman ou encore Jay Cottinger, qui est souvent... ou encore, évidemment, Sergei Bobrovsky, sans l'oublier, champion de la Coupe Stanley l'année passée. Donc, ça va être... intéressant de voir si les Islanders font les séries, quel goaler va être vraiment le numéro 1, que ça va pas être une partie de patate chaude de c'est Sorokin après Varlamov, après Sorokin, après Varlamov. Va falloir se décider vraiment sur un vrai gardien numéro 1 pour les Islanders. Je voulais rajouter aussi du côté des attaquants. On a vraiment une grosse troupe pour les Islanders, particulièrement cette année. On a encore une fois Matthew Barzal qu'on a jusqu'en 2031. Bo Horvat, lui, qu'on a aussi jusqu'en 2031. Anders Lee, lui, sur ses 2 dernières années de contrat, lui, 34 ans en ce moment. Il reste 2 ans à 7 millions de dollars pour les 2 saisons à venir. Il va être agent libre sans restriction en 2026. On a aussi Brock Nelson, sa dernière année de contrat, et Kyle Palmieri avec sa dernière année de contrat. On a aussi Jean-Gabriel Pageau, lui 31 ans, qui est sur ses 2 dernières années de contrat à 5 millions par année. Lui qui va être agent libre sans restriction aussi, ainsi que les autres que j'ai nommés avant, dès 2026. Donc vraiment, pour les Islanders, ils ont vraiment, je pense... C'est vraiment le moment pour les Islanders de foncer vers les séries et de vraiment bien performer. Surtout qu'on a signé Sorokin à un gros contrat de 8,2 millions. Donc ça va vraiment être l'opportunité vraiment pour les Islanders de faire quelque chose. Surtout qu'ils ont leur gros joueur de défense en Ryan Pulock et Adam Pelech. Ainsi que Noah Dobson, lui qui va sûrement re-signer dès la saison prochaine. Lui qui va être agent libre avec restriction. Donc ça va être intéressant de voir ce que les Islanders vont pouvoir faire avec ces gars-là. S'ils vont pouvoir bien performer tout au long de la saison. Car ça va être important pour eux de bien performer tout au long de la saison. Avec évidemment les joueurs quand même assez underrated. Je trouve que les Islanders sont des fois un peu jugés par leur manque d'effectifs. Pourtant des gars comme Barzal, Horvat, Anders Lee, Brock Nelson, Palmieri, Duclair maintenant qui fait partie de l'effectif. C'est vraiment une équipe très dangereuse. Puis avec une défensive et un gros goaler en Sorokin qui peut être très constant et très performant. Donc Islanders, vraiment cette année, ça va être objectif série en 100% et on espère vraiment le meilleur pour officiellement la première saison avec les Islanders pour Patrick Roy. On va passer tout de suite aux voisins des Islanders, les Rangers de New York, qui, encore une fois, la saison dernière, nous ont prouvé qu'ils étaient les champions en saison régulière. Mais qu'en série, il y a toujours quelques petites lacunes qui font en sorte qu'on ne peut pas se rendre jusqu'au bout. Et justement, c'est quoi qu'on doit faire du côté des Rangers pour essayer d'aller jusqu'au bout cette fois-ci? Je comprends pas pourquoi en série, ils n'arrivent pas à atteindre jusqu'à la Coupe Stanley avec des joueurs comme Artemi Panarin, Mika Zibanejad, Chris Kreider, Vincent Trocheck, avec Alexis Lafrenière aussi. Je comprends pas, c'est des gros joueurs. Comme Étienne a dit, ils nous le montrent en saison régulière, mais en séries éliminatoires, ils sont pas capables. Aussi, du côté de la défense, il y a Adam Fox, Jacob Trouba, comme c'est des joueurs vraiment expérimentés, puis des joueurs très forts. Ça, c'est ce que j'aime appeler le syndrome Hurricanes. Les Rangers sont très semblables aux Hurricanes. Ils ont une brigade extrêmement efficace, comme tu as dit, Chloé, tous les joueurs comme Panarin, Kreider et compagnie. Et sans parler évidemment de Shesterkin, qui est potentiellement dans le top 5 des meilleurs gardiens de but de la Ligue. Et en série, qui a quand même été constant malgré quelques performances qui faisaient parfois pitié. Mais tout au plus, les Rangers sont vraiment, depuis quelques années, des favoris à la Coupe. Et pourtant, il y a 2 ans, quand ils ont affronté
les Devils du New Jersey en série, l'année où est-ce que les Golden Knights ont gagné, tout le monde disait « Oh, les Rangers, ça va être un chemin facile. » Ils se sont fait éliminer en 7 matchs par les Devils qui arrivaient en série un peu out of nowhere. Eux qui avaient quand même eu une saison assez remarquable avec, d'ailleurs, Lindy Ruff. Mais pour les Rangers, j'essaie de comprendre ce qui marche pas. Et j'essaie surtout de comprendre qu'est-ce qu'il faut rajouter. Ils sont allés chercher Riley Smith pour 1 an. Panarin est encore là pour 2 saisons. Il est en ce moment à 11,6 millions avec le cap hit. Il va devenir agent libre sans restriction dès la saison 2026-2027. Donc, j'ose croire qu'il va demander un énorme prix. Peut-être qu'il va devenir le joueur le plus payé de la Ligue. On ne sait jamais. Les prix ne vont qu'augmenter plus les années et les saisons vont avancer. Zibanejad, lui, est encore là jusqu'en 2030. Chris Kreider jusqu'en 2028. Vincent Trocheck, lui, jusqu'en 2029. Donc, en attaque, on est vraiment en business. Et on a aussi, pour le cas d'Alexis Lafrenière, lui, que ses 2 premières saisons avaient été quand même assez difficiles. La saison passée, c'était vraiment un réveil complètement, qui avait été très bon en série et excellent en saison régulière. Donc, ça avait vraiment été un beau réveil pour ce choix de première ronde. Ce premier choix de première ronde, d'ailleurs. Et défensivement, Adam Fox sont là jusqu'en 2029. Dans le cas de Trouba, ça commence à être extrêmement difficile pour lui. Sûrement causé par des blessures, mais Jacob Trouba reste un joueur évidemment qui frappe solidement, mais qui peut bien performer par moment. Et on a le capitaine jusqu'à la saison 2026-2027, lui aussi agent libre sans restriction. Ryan Lindgren aussi agent libre sans restriction en 2025-2026. Donc c'est peut-être défensivement que ça va commencer à un peu être difficile et je sens que c'est ça la faiblesse des Rangers, de la défensive. C'est une équipe qui évidemment a beaucoup d'attaques avec des gars comme Chris Kreider qui sont quand même encore capables de marquer 50 buts, lui qui l'avait fait il y a 2 ou 3 ans si je me souviens bien. Donc ça va être vraiment il faut vraiment trouver la recette gagnante pour les Rangers cette année, et pas seulement cette année mais dans les prochaines années si on veut se rendre plus loin que la 2e ronde ou la finale de conférence. Parlant justement du capitaine Jacob Trouba, durant la saison régulière, on l'a pas vraiment perçu et vu comme ça, mais c'est vraiment plus en série qu'on a remarqué que la vitesse et l'exécution de son jeu était vraiment un peu en retard sur le reste. Et ça a vraiment paru, surtout dans la série, face aux Hurricanes, malgré qu'on les a battus. Ça a vraiment paru un Trouba qui semblait affaibli un peu sur ses capacités à repérer le jeu et vice-versa. En plus, il y a eu quelques rumeurs comme quoi peut-être Trouba allait quitter les Rangers pendant l'été. Ça s'est pas fait. Pour le moment, il est encore là. Mais je dirais qu'au niveau de la défensive, c'est vraiment là où Trouba va avoir beaucoup de difficultés à suivre cette saison. Donc ça va être intéressant de voir. C'est sûr qu'à 8 millions comme contrat, ça va être extrêmement difficile de trouver preneur si on veut l'échanger pour espérer s'améliorer un peu du côté des Rangers. Mais ça reste toujours quelque chose qui est possible. Matt Rempe, le grand star de New York, avec ses gros combats qu'il y a eu la saison dernière, ce qui est intéressant, c'est de savoir s'il va encore continuer ses gros combats ou si on va le mettre à part puis il ne jouera quasiment pas beaucoup de matchs. Ce qui est le fun avec Matt Rempe, c'est oui, Chloé, les batailles, mais c'est aussi un excellent joueur de soutien. C'est un gars qui peut donner une bonne mise en échec à la bonne place pour permettre à un joueur de centre ou un ailier d'aller marquer un but important en fin de période. C'est le genre de gars qu'on a besoin en série et on a toujours besoin d'un gros monsieur qui sait brasser la cage en série. C'est primordial. Autant on a besoin de Potter, d'un bon gardien de but, d'excellents défenseurs, autant défensifs qu'offensifs. On a besoin de bœufs. On a besoin des gars comme Donald Boucher. On a besoin des gars comme... Donald Boucher, comme Dustin Byfuglien, qui ont été extrêmement importants, surtout Byfuglien qui a permis à Chicago d'obtenir des Coupes Stanley.
Donc, Matt Rempe, si les Rangers, encore une fois, j'imagine, comme à l'habitude, qu'ils vont pouvoir faire les séries, donc ça va être vraiment un excellent joueur. C'est pas le gars qui va marquer 35 buts, 50 passes dans une saison, loin de là, c'est un joueur de soutien. C'est du même style que, mettons, Michael Pezzetta à Montréal. C'est un joueur qui sait brasser la cage un peu, mais quoique Rempe, je le trouve un peu plus talentueux. Mais tout de même, Matt Rempe risque, d'après moi, il va faire la saison, mais sûrement que en série, ça va être un joueur extrêmement important à suivre. En tout cas, ça sera à suivre pour Matt Rempe, en tout cas, pour la saison qui s'en vient. Moi, je suis de ceux qui apprécient toujours une bonne bataille dans une partie de hockey. Puis vraiment, Matt Rempe, la saison dernière, il a vraiment ramené un peu, je veux pas dire du old school hockey, mais vraiment un peu plus de robustesse, puis un peu plus de spectacle dans la game qui devenait pas nécessairement tout le temps, mais quelquefois un peu plate, on va se le dire. Quand t'es 60 minutes puis il se passe pas grand-chose, ça peut devenir plate. Rempe, je trouve qu'il a ramené un peu de plaisir, surtout à New York, bien sûr. New York, très chanceux de l'avoir. Donc j'espère, moi, que ça sera pas un joueur de passage seulement pour quelques saisons, qui se bat, puis qu'après ça, on le voit plus, puis que ça termine sa carrière sur ça. J'espère vraiment que ça va être un joueur qui va pouvoir être capable de s'établir un peu plus, et peut-être avec les années, développer un peu plus d'habileté avec, au niveau de son hockey, puis vraiment de s'établir dans une des équipes, si c'est pas à New York. Allons-y maintenant avec les Flyers de Philadelphie. Et la grosse nouvelle pour les Flyers, bien sûr, ça va être le début de Michkov cette saison, officiellement, lui qui a signé un contrat avec l'équipe. Et déjà, il fait des siennes du côté des Flyers dans un entraînement, un match préparatoire des espoirs. Il a fait un Michigan devant son nouvel entraîneur, John Tortorella. Donc, essayer tout de suite d'impressionner la direction. J'ai pas l'impression qu'il y a besoin d'impressionner justement la direction. Je pense que la direction connaît déjà son talent. C'est déjà de comment ça va être et ça peut devenir un joueur très dominant. C'est un très bon marqueur. Et ça va vraiment faire beaucoup de bien, je pense, à Philadelphie au niveau de l'attaque pour aider des gars comme Travis Konechny qui, depuis quelques saisons, est un peu le seul vraiment à marquer régulièrement pour l'équipe. Les Flyers, dans leur cas, qui étaient extrêmement proches la saison passée de faire les séries, mais c'est grâce à la victoire des Capitals de Washington au dernier match, au 82e match en fait de la saison, qui a permis à Ovechkin et les Capitals d'aller se faire balayer par les Rangers en première ronde, mais ça a aussi permis non seulement aux Flyers de ne pas faire les séries, mais aussi aux Penguins de Pittsburgh à ne pas faire des séries pour une deuxième année consécutive. Tout ça pour dire que les Flyers, malgré que c'est peut-être pas l'équipe que les gens mettraient comme favori pour les séries, ont quand même une grosse équipe. On parle des gars comme Sean Couturier, Owen Tippett, Travis Konechny, comme Étienne a nommé, Joel Farabee, Scott Laughton, Noah Cates, Garnet Hathaway, Morgan Frost. Quand même des gros gars, et sans évidemment parler de Nick Deslauriers, on pourra en parler davantage tantôt. Et en défense, on a des gars comme Travis Sanheim, Rasmus Ristolainen, Nick Seeler, évidemment Jamie Drysdale, qui sont allés chercher des Ducks d'Anaheim l'année passée, qui pour moi va être le défenseur à regarder pour les Flyers cette année, aux côtés des gars comme j'ai nommé, Travis Sanheim. Ça va être une pièce maîtresse pour les Flyers cette année. Et en parlant évidemment de Matvei Michkov, je pense qu'ils vont avoir un excellent bodyguard en Nick Deslauriers, qui est quand même assez connu pour brasser la cage lui-même. Et je pense qu'il s'était battu contre Matt Rempe, notre batailleur de la dernière équipe, la saison passée. Donc Nick Deslauriers, je pense que ça va être un joueur extrêmement important du côté de défendre les plus jeunes, mais surtout Michkov, qui est quand même, je pense qu'il va pouvoir se défendre quand même assez bien, ce cher Michkov, et je sens qu'il va être un des favoris pour le Calder, peut-être être le prochain gros potter des Flyers.
Donc je trouve que Daniel Brière fait un excellent travail en ce moment en amenant des gros gars comme ça, comme Jamie Drysdale, qui pour moi a été un des plus gros vols, honnêtement, la saison passée. Et évidemment en ramenant le GOAT, John Tortorella, sur le banc du coaching. Ça va être une belle saison, je sens, pour les Flyers qui vont pouvoir se remettre un peu sur leurs pattes et on va voir si Ivan Fedotov, le gardien de but, va pouvoir quand même bien performer du coup avec Samuel Ersson au niveau au niveau de la cage, malgré la perte évidemment de Carter Hart l'année passée. Ça va être important cette saison que John Tortorella commence pas à faire des changements bizarres comme avec le capitaine Sean Couturier, qu'il avait mis sur le banc pendant plusieurs matchs, et de vraiment bien faire attention à sa gestion de Michkov. Moi, j'ai une question pour vous, puis j'aimerais savoir, premièrement, est-ce que cette saison pour les Flyers, est-ce qu'on est en objectif série? Oui, définitivement. Comme j'ai dit tantôt, on a la troupe. On a une bonne troupe offensive, défensive. Ça va peut-être être au niveau, comme plusieurs équipes d'ailleurs, au niveau de la cage, au niveau du gardien de but qui va peut-être être un petit peu plus difficile, mais c'est difficile à dire rapidement comme ça. Mais je pense que Fedotov il est capable de quand même bien performer, surtout avec sa quand même grosseur. C'est quand même un gars qui prend énormément de place dans la cage. Donc pour les Flyers, ça va être un objectif série, puis ça va être d'aller faire gagner de l'expérience au niveau de l'équipe. Parce que je pense que l'équipe est vraiment sur une bonne lancée pour les prochaines saisons. Moi, je pense que oui, c'est leur objectif, mais ils vont juste devoir travailler très très fort côté défensive et côté gardien de but. Je pense que Ivan Fedotov, il est pas assez fort pour se rendre jusqu'en série, ou s'il se rend en série, il sera pas assez fort de se rendre jusqu'à la fin. Et même chose côté défenseur, ils ont des très bons joueurs côté défensivement, mais ils doivent bien garder un œil sur la puck et de bien protéger leur gardien de but. Allons-y maintenant avec les Pingouins de Pittsburgh qui, encore une fois, en commençant cette saison-ci, une équipe très vieillissante qui a fait quelques petits mouvements seulement cet été, mais rien de très très gros et surtout rien de très important pour le futur de cette équipe. On peut évidemment pas parler des Pingouins sans parler de leur âge. Évidemment, ils ont quand même la plus grosse moyenne d'âge de la Ligue nationale de hockey. On parle évidemment des gars comme Sid the Kid qui a 37 ans, Malkin avec 38, Brian Rust 32 ans, Kevin Hayes qui va commencer la saison justement avec les Pingouins, 32 ans aussi, Larcellaire 35 ans, Noel Acciari 32 ans, du côté de la défense, Erik Karlsson 34 ans, Chris Letang 37 ans, et Matt Grzelcyk aussi 30 ans, un peu moins vieux que tout le reste évidemment, mais on a énormément de joueurs chez les Pingouins qui sont en haut de la trentaine et quasiment 40 ans. Des gars comme Chris Letang et Evgeny Malkin. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui peuvent jouer à 40 ans, mais pas du calibre qu'il y avait dans leur prime quand il y avait 23, 24, 25 ans. Donc pour les Pingouins, il va falloir faire un choix ou il va falloir faire quelque chose du côté de Kyle Dubas. Parce qu'on peut pas garder une équipe en haut de la moyenne de l'âge. Il faut baisser la moyenne. Il va peut-être falloir faire un échange d'une superstar contre des jeunes ou des choix au repêchage parce que je vois pas une façon vraiment de s'en sortir. Est-ce qu'on va attendre que le contrat d'Evgeny Malkin finisse? Lui qui finit en 2026-2027, il va être agent libre sans restriction. Est-ce qu'on veut attendre que les contrats finissent pour tout le monde? Je le sais pas. Je sais pas c'est quoi le plan de Kyle Dubas. Il a fait un énorme move en amenant Erik Karlsson à Pittsburgh et honnêtement, ça l'a vraiment pas gagné. Je sens pas que les Pingouins ont été gagnants de l'acquisition d'Erik Karlsson malgré sa saison de fou de 100 points et plus, le premier depuis Brian Leetch dans les années 90 avec les Rangers. Mais ça n'a pas changé la dynamique de l'équipe. Ça n'a pas changé comment l'équipe joue, ça n'a pas changé comment l'équipe
comment l'équipe joue et sa constance aussi, parce que honnêtement, les Pingouins ont eu l'air d'une gang de clowns l'année passée. Ils ont perdu leur premier match la saison passée contre les Blackhawks, une équipe, je veux dire, de bas calibre, mais dans les années qui vont suivre, évidemment, ils vont prendre beaucoup plus de place et beaucoup plus d'expérience. Mais tu peux pas te permettre de perdre le premier match de l'année contre une équipe contre qui, normalement, tu devrais gagner, pas facilement, mais que tu devrais gagner un 3-1 au moins. Ils ont quand même des défenseurs avec énormément d'expérience. Ils ont Sidney Crosby, Malkin, Rust en attaque. Ils ont Eric Carlson, Chris Letang. C'est quand même pas des petits noms, là. Donc pour les Pingouins, comme j'ai dit, ça va être il va y avoir des choix à faire, il va y avoir des décisions à prendre au niveau du coaching, au niveau de l'interne, parce que les Pingouins vraiment sont sur la pente descendante de leur histoire en ce moment. Et ça risque pas d'être beau plus tard, s'il n'y a pas des décisions prises. Très importantes. Des fois, c'est très bien d'avoir des joueurs plus âgés parce que ils ont beaucoup plus d'expérience niveau séries éliminatoires et séries régulières. Mais dans le cas de Pittsburgh, ça ne marche juste pas parce que l'an passé, ils n'ont même pas réussi de faire les séries éliminatoires. Cette saison, leur objectif est de faire les séries. Comme Jay a dit, sinon ils auraient des grosses décisions à prendre pour le futur de l'équipe. En plus de l'équipe vieillissante, justement, on a aussi, pour ma part, je dirais, un gros problème devant le filet. Tristan Jarry, pour moi, c'est pas un gardien numéro 1. Et c'est pas le gardien qui va pouvoir amener l'équipe des Pingouins à revenir à l'équipe qu'ils étaient lors de leur conquête de la Coupe Stanley. J'ai l'impression que Tristan Jarry, ça a vraiment été quelques saisons où il nous a montré qu'il pouvait être un gardien numéro 1, mais depuis les 2 dernières saisons, on s'aperçoit vraiment qu'il manque beaucoup de constance de 1, et aussi, je dirais, il manque beaucoup de confiance suite à ses performances, entre autres. Oui, c'est sûr. Mais, tu sais, Tristan Jarry, on paye quand même ce gars-là 5,375 millions par année jusqu'en 2028. Puis là, il va être agent libre sans restriction. Mais ce gars-là, comme tu dis, c'est pas un goaler numéro 1, puis c'est encore moins un goaler de série. La dernière fois que les Pingouins ont fait les séries, il y a 3 ans, Tristan Jarry, c'était pas Marc-André Fleury André Fleury qui est évidemment l'ancien goaler des Pingouins. Il a fait gagner 3 coupes à cette équipe-là. Tristan Jarry en a fait gagner aucune. Parce que Fleury était là, évidemment. Tu peux pas comparer Tristan Jarry à Marc-André Fleury. C'est comme les Devils avant. On avait Martin Brodeur, et depuis que lui est parti, comme tu as dit, Étienne, tantôt, quand on parlait de Jakob Markstrom, c'est vraiment lui qui a comme ramener un certain standard au niveau des gardiens de but au New Jersey. Donc Tristan Jarry, c'est vraiment pas ce scénario-là, là. Tristan Jarry, c'est pas le pire gardien de but de la ligue, là. C'est pas ça qu'on est en train de dire, mais c'est vraiment pas un numéro 1. Puis Alex Nedeljkovic, je veux dire, c'est un bon numéro 2. On paye ce gars-là 2,5 millions par année, c'est un numéro 2. C'est la fin de l'histoire pour lui, là. Tristan Jarry, on paye ce gars-là beaucoup trop cher pour ce qu'il vaut. Et je suis pas certain que les Pingouins vont vouloir signer ce gars-là. Il va quand même avoir 33-34 ans à la fin de son contrat. Est-ce qu'on va vouloir le signer? Ça va dépendre. Encore là, ça va dépendre de l'équipe va ressembler à quoi dans 5 ans. Est-ce qu'on va réussir à faire les séries en 5 ans? J'espère vraiment pour l'avenir de l'équipe, mais ça va vraiment être... Il y a vraiment un bon questionnement à se faire au niveau des gardiens de but, non seulement au sein de l'équipe, niveau offensif et défensif. C'est un peu drôle à dire, mais les Penguins de Pittsburgh, présentement, ils ressemblent un peu aux Flames de Calgary la saison dernière. Je parle, entre autres, au niveau des décisions qu'ils vont devoir prendre, parce qu'on se rappelle, les Flames, on va en parler un peu plus tard, l'année passée, ils ont complètement vidé l'équipe pour partir une reconstruction. Et j'ai l'impression que peut-être les Penguins de Pittsburgh n'auront pas le choix et devront faire sensiblement la même chose que les Flames pour espérer vraiment reconstruire l'équipe pour le futur. Je suis totalement d'accord. Puis en tout cas, pour ce que les Pingouins sont en train de faire, il n'y a pas de reconstruction qui se font. Ils font juste vieillir. Il n'y a pas de décision qui est prise.
Alors, pour le cas des Flames de Calgary, comme tu as dit, on va pouvoir en parler tantôt. C'est vraiment une reconstruction, comment dire, assez intensive, merci. Et pour les Pingouins, il va falloir éventuellement assumer que le numéro 1 de l'équipe, pour pas dire le numéro 1 de la franchise de tous les temps, c'est Nick Crosby. Un moment donné, il sera plus là. Malkin, un moment donné, il sera plus là. Chris Letang, il sera plus là à un moment donné. Il va falloir se mettre à l'idée qu'une reconstruction, ça va être malheureusement la seule option restante. Et non seulement pour eux, pour toutes les équipes de la Ligue nationale qui vont avoir des joueurs vieillissants, là, ça va être ça qu'il va falloir faire. Donc les Pingouins, il va falloir qu'ils mettent leur culotte, là, parce que ça marche pas leur affaire. Il va falloir qu'ils reconstruisent et qu'ils se débarrassent peut-être d'un joueur étoile dans la saison qui s'en vient. Il va falloir qu'ils fassent quelque chose pour la date limite des transactions s'ils veulent vraiment faire quelque chose. Justement, en parlant de la reconstruction, si la saison est encore une fois décevante comme les 2 dernières, moi j'ai l'impression que le coach Mike Sullivan, ça va être la fin. Pour lui, il commence la saison, puis il est sur le bord du précipice. Puis si ça va pas bien en partant, je pense que pour lui, c'est la fin de son parcours avec les Pingouins. C'est vraiment do or die pour Mike Sullivan cette année. Il va falloir qu'il fasse de la pure magie, parce que sinon, ça va être la porte directement. Mike Sullivan, qui est quand même là depuis plusieurs années, qui a été le coach pendant la conquête en 2016 et en 2017 des Coupes Stanley des Pingouins. Donc, il y a eu son moment de gloire. Mais à un moment donné, il va falloir faire du changement, il va falloir un peu brasser la cabane du niveau des Pingouins. Et je pourrais même dire la même chose des coachs qui sont là depuis plusieurs années dans d'autres équipes, dont John Cooper. À un moment donné, lui aussi va devoir partir. Donc, dans le cas de Mike Sullivan, vraiment, ça va être sa dernière chance de faire quelque chose cette année pour l'équipe. Passons maintenant à une équipe qui a eu un été extrêmement divertissante et productive, les Capitals de Washington. Donc, comme je viens de le dire, ça a été une été très intéressante pour les Capitals. On est allé acquérir beaucoup de renforts et surtout beaucoup plus de jeunesse. On se rappelle, la saison dernière, c'était une équipe, les Capitals, avec justement les Pingouins, qui étaient les équipes les plus vieilles de la Ligue. Et on a vraiment réussi, avec cet été, à ramener des joueurs beaucoup plus jeunes pour aider les plus vieux, bien sûr, à toujours performer. Donc, on est allé chercher, bien sûr, Andrew Mangiapane, Pierre-Luc Dubois, Brandon Duhaime, Jacob Chychrun des Sénateurs, Matt Roy et le gardien de but Logan Thompson. Washington, qui l'année passée ont réussi à faire les séries, mais comme j'ai dit, ils sont achetés un billet directement pour une session de balayage, vu qu'ils se sont fait balayer par les Rangers, les champions du trophée des présidents l'année passée. Ça n'a pas été de tout repos, surtout pas pour Alex Ovechkin, qui a marqué pour la première fois en apparition en série, n'a marqué aucun but. Donc ça n'a pas été vraiment une tasse de thé pour The Great Eight. Lui qui lui reste en ce moment 2 années de son contrat de 9,5 millions. Lui qui, on l'espère, en tout cas ça va être un des objectifs pour ces 2 années-là, ça va être de dépasser les 894 buts marqués de Wayne Gretzky et d'établir un nouveau record pour le plus de buts marqués en saison régulière. Mais non seulement ça, mais comme tu as dit, Étienne, on est allé chercher des gros joueurs en Andrew Mangiapane, mais surtout pour le cas Pierre-Luc Dubois. Je trouve, personnellement, que le cas Pierre-Luc Dubois est du même style que l'acquisition d'Eric Karlsson par les Pingouins. Je trouve que c'est un gros bargain. Je trouve que c'est un méchant gros bet qu'on donne à Pierre-Luc Dubois. Tout de même, on donne la chance à Pierre-Luc Dubois d'aller jouer avec des gros gars comme Tom Wilson, Alex Ovechkin, Dylan Strome, Brandon Duhaime, John Carlson, qui sont sur des fins de carrière pour la plupart. Des gars comme Jacob Chychrun. Donc ça peut vraiment être une bonne affaire. Lui qui va être agent libre sans restriction en 2031. Donc si les Capitals veulent garder Pierre-Luc Dubois, ça va être leur opportunité. Il va pouvoir jouer avec des gros joueurs, avec quand même une bonne équipe. Ils sont rendus en série. Donc quand tu seras en série, normalement, t'es quand même
Tu fais partie des 16 bonnes équipes de la Ligue, normalement, là, en temps normal. Ça risque d'être intéressant pour les Capitals. On va voir ce qui va se passer. Peut-être que ça va être un méchant rebond de leur saison dernière, qui ont été plutôt difficiles, et peut-être que ça va être une saison vraiment complètement boboche à oublier. Pour ce qui est du gardien de but des Capitals, en ce moment, c'est Charlie Lindgren et Logan Thompson qui sont les gardiens numéro 1 et numéro 2 de l'équipe. Logan Thompson, qui est quand même un assez bon gardien de but, qui a joué avec les Golden Knights de Vegas et qui a été quand même assez excellent en série. C'est quand même un champion de la Coupe Stanley, donc c'est quand même pas si mal. Charlie Lindgren, de son côté, c'est un peu plus difficile. Un contrat d'1,1 million qu'il a en ce moment, sa dernière année avant d'être agent libre sans restriction. Même chose pour Logan Thompson. Charlie Lindgren, qui a quand même eu une saison pas si terrible. Je veux dire, je le mettrai pas dans un pool de meilleurs gardiens de but. Quoique, ça peut être un gardien de but qui réussit à quand même être assez constant, qui réussit à avoir des belles performances malgré les difficultés de son équipe en défense ou en attaque. Donc, est-ce qu'on va vouloir re-signer Charlie Lindgren? 31 ans, je veux dire, il peut être encore sur un certain prime dans sa carrière. La saison passée, quand même, un pourcentage d'arrêt de 911, ce qui est quand même excellent, en 50 parties. J'irai signer ce gars-là dans les mois à venir, en fait, avant le 1er juillet. Donc, on verra de ce qu'il en est. J'ai quand même confiance en Charlie Lindgren, même si certains iraient plutôt cracher sur son nom. Passons maintenant aux puissants Bruins de Boston, qui eux aussi, tout comme les Capitals, avec un peu moins de joueurs tout de même, mais ont eu un excellent TT, avec entre autres enfin l'arrivée d'un possible centre numéro 1, premier centre vrai numéro 1 depuis le départ de Patrice Bergeron en Elias Lindholm, et l'arrivée bien sûr d'un excellent défenseur en Nikita Zadorov. Et j'ai l'impression que les Bruins avaient vraiment besoin beaucoup plus de Lindholm en attaque que de Zadorov. Quoique Zadorov peut amener beaucoup de robustesse, quelque chose que les Bruins recherchent d'ailleurs avec leurs gros défenseurs, entre autres en McAvoy, en Lindholm et Brendan Carlo. Mais c'est vraiment au niveau de l'attaque où on a vu l'an passé que David Pastrnak amassait beaucoup de points, mais le deuxième en dessous de lui, Brad Marchand, était à peut-être 30 points de le rejoindre au niveau statistique. Donc, ça va être vraiment important d'avoir un joueur de centre numéro 1 qui va être capable de suivre les prouesses offensives de la star Pastrnak. Parlant de Zadorov, je pense qu'on n'a pas eu un défenseur de masse, vraiment un gros défenseur, très défensif en Zadorov depuis, disons, Dimitri Orlov, qui était allé chercher les Bruins il y a 2 ans, quand ils se sont fait... quand ils ont gagné probablement le trophée des présidents et qui ont établi un record pour le plus de victoires en saison régulière, mais c'est aussi là que les Panthers leur avaient cloué le bec, en fait, en les sortant en 7 matchs, qui étaient potentiellement la meilleure série en série éliminatoire depuis très longtemps. C'était vraiment un chef-d'œuvre de A à Z, ce truc-là. Mais amener Zadorov, ça va amener, oui, robustesse, mais c'est surtout amener Elias Lindholm, qui est quand même un centre réputé, un gars tellement sous-estimé dans la ligue. Je veux dire, avec Vancouver, il a été vraiment excellent. Il n'a pas été au meilleur de sa forme, mais il a été un excellent joueur en série éliminatoire. Vancouver, ils ont été absolument excellents en série éliminatoire. Ils ont fait 2 rondes vraiment très très belles. Ils sont allés sortir les Preds en première ronde, en 6 matchs, si je me souviens bien. Après ça, ils ont quand même toffé 7 matchs contre les finalistes de la Coupe Stanley, les Oilers d'Edmonton. Donc Vancouver, tout ça pour dire que l'acquisition de Lindholm a vraiment été importante. Donc, amener ce gars-là à Boston avec des gars comme Marchand, Pastrnak, Trent Frederick, malheureusement on a perdu Jake DeBrusk, mais aussi défensivement comme McAvoy, et on amène son compatriote Zadorov. Ça va donner un énorme boost, et en plus on a officiellement mis Jeremy Swayman numéro 1
au niveau des gardiens de but. Donc vraiment, les Bruins, on se disait la saison passée, Patrice Bergeron est parti, David Krejci est parti, 2 centres extrêmement formidables, qu'est-ce qui va se passer, les Bruins, ça va pas bien aller. Ils sont quand même rendus en série, ils sont allés sortir les Leafs en 7 matchs, ils sont battus férocement contre les Panthers, qui les ont éliminés malheureusement, mais les Bruins ont encore beaucoup de jus dans la tank. C'est une équipe qui va être extrêmement compétitive dans leur division. Ça va être une des grosses équipes de l'Est. Ça va être une équipe qu'il va falloir, encore une fois, observer. Brad Marchand, David Pastrnak vont être vraiment les meneurs en attaque pour leur équipe. Et on va voir ce que les Nôtres vont pouvoir faire. Tout bon ailier comme Brad Marchand ont un excellent joueur de centre. Aussi pour Pastrnak. Donc, est-ce que les Nôtres, ça va vraiment être une pièce maîtresse la saison prochaine? Je suis convaincu que oui. À moins qu'on soit déçu par ses performances, mais moi je suis sûr que Lindholm peut facilement atteindre les 70 points cette année. Après 2 saisons de partage, Jeremy Swayman va officiellement avoir sa chance de devenir le gardien étoile de l'équipe après l'échange de Ullmark à Ottawa. On va avoir la chance d'en parler un peu plus tard. Il reste seulement l'étape de faire signer un nouveau contrat à Swayman avant le début de la saison qui sera fait normalement. Allons-y maintenant d'une équipe qui, cette saison, pour eux, espérons-le, vont se sortir de leur laborieuse séquence, les Sabres de Buffalo. Pour les Sabres de Buffalo, vraiment cette année, ça va être important d'améliorer certains... en tout cas, ça va être l'amélioration de certains joueurs qui va être la clé du succès. Notamment Tage Thompson qui revient d'une saison de 29 buts, 27 passes pour un total de 56 points en 71 matchs. Évidemment, oui, il a été blessé, mais pas pendant l'entièreté de la saison. Comme par exemple, en 2022-2023, il a joué 78 parties, 7 de plus que l'année passée, et il a fait 47 buts, 47 passes pour 94 points. Donc, c'est pas vraiment le nombre de matchs qui a dérangé dans ce cas-là. Ça a vraiment été un peu une baisse de calibre depuis la signature de son contrat de 50 millions au total pour une durée de 7 ans. Mais c'est pas seulement pour Tage Thompson que je dis ça. Ça va être... il va falloir une amélioration globale de l'équipe parce que Buffalo, des fois, regarder les matchs des Sabres de Buffalo, c'est ennuyant, mais c'est déprimant un peu. Un peu comme regarder un match des Sharks. Mais... Tage Thompson veut dire 7,1 millions par année. Puis on a des gros joueurs aussi, on a des joueurs de calibre. Dylan Cousins, mais c'est surtout en défense qu'on a signé des gros joueurs. Rasmus Dahlin, 11 millions par année jusqu'en 2032. Owen Power, 8,3 millions par année jusqu'en 2031. Mattias Samuelsson, 4 millions jusqu'en 2030. Et c'est tous des joueurs qui vont être agents libres, sans restriction, à la fin de leur contrat. Mais je suis pas mal convaincu qu'on va les avoir signés à ce moment-là. En plus de l'acquisition de Bowen Byram par l'Avalanche du Colorado la saison passée. Donc défensivement, on est très structuré pour les Sabres de Buffalo. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est en attaque que ça commence à être un peu plus difficile, surtout avec les performances un peu décevantes, disons, de Tage Thompson. Donc, c'est pas mal en attaque qu'il va falloir faire quelque chose d'un peu plus concret. Surtout avec la réapparition au banc de l'entraîneur, Lindy Ruff, qui fait son retour avec les Sabres de Buffalo depuis plusieurs années, en fait. Lui qui a anciennement coaché les Sabres de Buffalo dans le passé, qui les a amenés d'ailleurs en série. Donc, ça va être l'opportunité non seulement d'améliorer les joueurs clés, mais de sauter d'une coche les performances de l'équipe, surtout au niveau des gardiens de but, pour permettre aux Sabres de Buffalo de retourner en série. Et ça va être extrêmement important. Encore une fois, objectif série, mais surtout objectif peut-être reconstruction de leur attaque. Les Sabres ont aussi procédé au rachat du contrat de Jeff Skinner cet été, qui lui, par la suite, s'est entendu avec les Oilers d'Edmonton. Et ça laisse quand même un vide dans l'attaque, que Jay, justement, nous expliquait que l'attaque était un peu vide de statistiques, si on veut. Et beaucoup... Et très jeune aussi, avec des gars comme Jack Quinn, Dylan Cousin et Zach Benson, qui devraient être
le joueur normalement qui prendra la place de Jeff Skinner au sein de l'alignement. Jeff Skinner, c'est quand même un joueur qui était un bon marqueur, si on veut. Un marqueur qui arrivait toujours à quand même avoir une vingtaine de buts par saison. Donc ça va être quand même des buts qui vont nous manquer du côté des Sabres de Buffalo. C'est sûr que son contrat était quand même énorme pour la production qu'il amenait. On peut comprendre les raisons pourquoi on l'a laissé partir, mais quand même, ça va être quand même une vingtaine de buts de moins sur la fiche des Sabres de Buffalo, ce qui pourrait néanmoins changer s'ils font partie des séries ou non. Il faut aussi se rappeler, justement, en parlant de faire les séries, ça c'est vraiment le plus gros objectif qu'ils auraient à atteindre cette saison. On le sait, ça fait énormément de saisons que les Sabres ne participent pas aux séries et qu'ils n'ont pas des saisons gagnantes. Donc c'est vraiment un changement de culture et de mentalité qu'il faut vraiment à Buffalo. Il faut retrouver la mentalité de gagnant pour espérer se sortir de cette mauvaise passe. Une fois pour toutes. Buffalo doivent nommer un nouveau capitaine pour pouvoir amener l'équipe au succès suite au départ de Okposo la saison dernière pour les Panthers. J'ai l'impression que le meilleur candidat est le défenseur Rasmus Dahlin. On va passer maintenant aux Red Wings de Détroit qui l'an passé nous ont montré quelques belles histoires et quelques espoirs se sont créés même pendant un certain temps, eux qui étaient en voie de revenir en série éliminatoire, mais malheureusement vers la fin de la saison se sont écroulés. Donc on a essayé pendant cet été d'amener quelques joueurs qui pourraient aider à faire un push plus sérieux en fin de saison. Et on est allé chercher tout d'abord Vladimir Tarasenko, qui vient, lui, de remporter sa deuxième Coupe Stanley avec les Panthers de la Floride. Ça va être extrêmement important ce que Tarasenko pourra amener à l'équipe. On a aussi re-signé Patrick Kane un contrat de 4 millions sur le cap-hit avec des bonus de performance de 2,5 millions quand même pour Kaner. Lui qui a amené quand même l'équipe, qui a amené de bonnes choses à l'équipe en fait avec une super belle saison la saison passée, malgré la blessure qu'il a eue et malgré des opérations qui l'ont fait manquer quelques matchs la saison passée. Overall, Détroit est vraiment une équipe qui fait peur sur papier avec son capitaine Dylan Larkin, Alex DeBrincat, Andrew Copp, JT Compher, Tarasenko qu'on a nommé avec Patrick Kane, Michael Rasmussen, et on a des gars du style de Christian Fischer et Austin Watson, et Tyler Mott en attaque. Et en défense, on a des bons vétérans en Ben Sherratt, Justin Hall, Olli Mata et Jeff Petrie, ainsi qu'Eric Gustafsson qu'on est allé chercher cet été. Donc cette année, ça va vraiment être une deuxième chance pour Détroit qui ont tout ce beau monde dans leur alignement. Ça va être l'opportunité de, encore une fois, un objectif série pour eux. L'opportunité est vraiment omniprésente, surtout avec un gars comme Tarasenko. Ça va peut-être être une pièce maîtresse qui manquait au puzzle vraiment assez complexe, qui est le Yzer Plan de Steve Yzerman, le GM de l'équipe. Donc on va voir si les séries peuvent être atteintes, et avec des vétérans de série comme Tarasenko et Patrick Kane, contre des gars du style de Alex DeBrincat qui n'a jamais atteint les séries ou qui n'a pas pu vraiment laisser sa marque en série. Ça va vraiment être très intéressant de voir ce que les Red Wings vont pouvoir amener en série s'ils s'y rendent. Oui, Détroit, c'est un objectif série, mais ça va être très difficile avec les trois gardiens. Cam Talbot, qui était avec les Kings, a eu beaucoup de difficultés en séries éliminatoires. Alex Lyon et Ville Husso, qui ont montré qu'ils n'étaient pas capables d'être constants. Donc encore une fois cette saison, je crois qu'ils vont devoir chercher un autre gardien de but pour aider l'équipe. Allons-y maintenant des champions de la Coupe Stanley en titre, les Panthers de la Floride, qui ont eu, si l'on veut, quelques pertes cet été et entre autres une perte très importante en Brandon Montour, leur défenseur étoile, qui s'en va lui du côté du Kraken de Seattle. Donc ça va vraiment laisser un vide en défense selon moi parce que quand même Brandon Montour a été extrêmement
utile à la conquête de la Coupe Stanley. Pas juste de la conquête de la Coupe Stanley, de la saison auparavant aussi et des autres saisons. Il a toujours été un défenseur extrêmement polyvalent offensivement, mais excellent aussi défensivement. Et c'est ce que vraiment les Panthers, j'ai l'impression, cette saison, vont manquer peut-être au niveau de la défensive. Malgré la perte de Montour et aussi de Vladimir Tarasenko et du même coup Kyle Okposo, on a quand même un top 6 assez efficace, même un top 9 assez d'aplomb. On a encore des gars comme Carter Verhaeghe qui est sur sa dernière année de contrat, Alexander Barkov, Sam Reinhart qui vient de signer un énorme contrat de 8 ans. Après, on a Evan Rodriguez, Sam Bennett qui lui aussi est sur sa 4e année de contrat et sa dernière de son contrat. Et on a aussi Matthew Tkachuk qui risque de jouer sur le deuxième trio ou peut-être qu'il va être monté à la place de Verhaeghe pour jouer avec Barkov et Reinhart. Et on a aussi pour un troisième trio Listerainen, Anton Lundell et A.J. Greer. Donc c'est pas catastrophique pour les Panthers. Oui, on a beaucoup perdu en défensive. On est rendu maintenant avec Forsling, Ekblad qui est sur sa dernière année de contrat lui aussi, Kulikov, Mikola, et pour une troisième paire défensive, ça serait certainement Nate Schmidt et Adam Bogvist. Donc pas des joueurs aucunement talentueux. On a quand même une grosse équipe encore en Floride. On est capable, certainement, assurément, d'atteindre les séries encore. Et est-ce qu'on va y aller avec une troisième fois en finale de la Coupe Stanley? On a acquis énormément d'expérience en séries du côté des Panthers, donc c'est pas quelque chose qui est impossible. C'est quelque chose qui va commencer à être plus difficile plus les années vont avancer. Mais ça risque d'être peut-être une dernière chance d'atteindre une finale de la Coupe Stanley si jamais on ne re-signe pas Verhaeghe et on ne re-signe pas Ekblad, ce qui va être extrêmement difficile à ce moment-là. Et je parle aussi du cas de Sergei Bobrovsky, lui qui est quand même à 10 millions par année, hein, quand même, qui est sur sa 6e année sur 7, lui qui, après la saison prochaine, va être un agent libre sans restriction. Donc Sergei Bobrovsky, lui, dans son cas, quand même, 35 ans, a quand même beaucoup de hockey, je crois, qui lui reste à jouer. Mais quand même, en 2026, il va avoir 37 ans, peut-être un petit contrat qu'il va pouvoir signer. Mais sinon, l'équipe a encore énormément à donner, je crois bien. Je sens que c'est un peu un cas des Bruins de Boston l'année passée, qu'on disait que on ne sait pas s'ils vont pouvoir faire quelque chose cette année, et qui ont quand même, ils se sont rendus en série. Donc ça va être vraiment, vraiment intéressant de voir ça du côté des Panthers. Ça va vraiment être important pour l'équipe de continuer de faire comme les 2 saisons précédentes, autant à l'attaque que la défensive, et surtout Sergei Bobrovsky qui va devoir continuer à bien goaler. Ça va être une 3e saison pour Paul Murray, champion de la Coupe Stanley, lui avec son équipe, les Panthers de la Floride. Et comme a dit Chloé, vraiment, ça va être la même stratégie, certainement, qu'il va utiliser. Cette constance énorme que les Panthers ont depuis 3 ans, 2 apparitions en finale, dont une Coupe Stanley. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire... Ils disent jamais 203, hein? Fait que on sait pas ce qui peut arriver. Ça risque d'être extrêmement intéressant de voir ce que les Panthers vont pouvoir accomplir. Une 2e Coupe Stanley, on sait pas, mais vraiment les Panthers, ça va être toujours aussi agréable à regarder cette saison. Allons-y maintenant des Sénateurs d'Ottawa qui vraiment nous ont surpris cet été avec cette grosse transaction qui ont amené le nouveau gardien de but de la franchise, Linus Ullmark, ancien des Bruins. Les Sénateurs qui ont cédé en retour à Boston l'attaquant Mark Kastelik et le gardien de but Jonas Korpisalo, qui lui, depuis qu'il avait signé son contrat de 5 ans avec l'équipe, les performances vraiment étaient vraiment en deçà des attentes. Donc, ils ont réussi à trouver preneur, ce qui est quand même surprenant. J'aimerais juste préciser, parce que on a vraiment, pour moi, je dirais, payé vraiment pas trop cher le prix d'un gardien qui pourtant est gagnant du Vézina la saison il y a 2 ans. Et on a accepté du côté des Bruins un Korpisalo avec vraiment
des performances douteuses depuis les 2 dernières saisons et un Mark Kastelik de 4e trio, voire peut-être 3e, ce qu'on a déjà beaucoup à Boston. Donc, on a vraiment payé pas trop cher du côté d'Ottawa et on a vraiment eu un joueur qui, pour l'instant, semble être un gardien qui pourrait faire la différence pour Ottawa. Quoique, moi, pour ma part, j'ai l'impression que sa saison où il a gagné le trophée Vézina, ça a vraiment été une saison pas chanceuse. Il a été bon, il faut l'avouer, mais je veux dire, c'est pas les saisons qui vont nous habituer à avoir. J'ai l'impression que ça va toujours être un gardien de moyen niveau, Ullmark, puis que cette saison-là, ça a vraiment été l'exception à la règle qui vraiment l'a mis sur le chemin des grands gardiens à avoir remporté le trophée Vézina. Ça va vraiment être pour les Sénateurs cette année, encore une fois, l'objectif série. Encore une fois, une équipe qui a de la difficulté dans la saison régulière, mais avec l'équipe qu'ils ont, c'est vrai, ça va vraiment être... sur papier, les Sénateurs sont vraiment une équipe qui peuvent vraiment être très, très, très dominants dans leur division. Quand même, Tim Stutzle, Brady Tkachuk, Josh Norris, Claude Giroux qui est sur sa dernière année de contrat avec Ottawa, Drake Patterson, sont allés chercher David Perron pour 2 ans, 4 millions. Ce qui peut être c'est un bon batteur, 36 ans quand même. Mais certainement que David Perron peut être assez effectif, par exemple, sur un jeu de puissance. Shane Pinto qui fait son retour après ces petites niaiseries de l'année passée, mais encore une fois, ça peut être extrêmement efficace d'avoir un gars comme ça. Ils sont allés signer Nick Cousins pour 1 an, 800 000. Zach McEwen aussi, qui lui reste 2 ans, son contrat de 775 000 pour les 2 prochaines années. Et en défense, on a des gens du style de Jake Sanderson, Thomas Chabot, qui va être vraiment le défenseur de l'avenir pour les Sénateurs, Artem Zub et Nick Jensen, ainsi que Travis Hamonic. Donc vraiment, en plus de Linus Ullmark pour 5 millions, puis ils vont peut-être leur signer, dépendant de ses performances tout au long de la saison, ça va vraiment être une grosse saison pour Ottawa, je le sens. Ça va être une équipe qui va vraiment fermer la trappe à plusieurs haters, dont moi, parce que j'aime ça un peu chialer sur Ottawa et leur manque de victoire et de constance. Mais ça va vraiment être une belle année, je le sens, pour Ottawa. Je sens que ça va être une des équipes qui est notamment vraiment mise comme une équipe de classe D. Mais que cette année, je sens que ça va être vraiment une belle année. On va pouvoir dire que c'est une équipe de classe B ou même de classe A si tout le monde y donne du sien. Un peu comme ce que Jay a dit, selon moi aussi, je trouve que Ottawa, ça va être leur saison. Peut-être pas la Coupe Stanley, mais je pense qu'ils vont être capable de se rendre en séries éliminatoires grâce au nouveau coach aussi, Travis Green, qui va beaucoup guider l'équipe d'une bonne manière. C'est pas pour rien qu'on a changé de coach. Et l'arrivée de Ullmark qui va beaucoup changer les choses aussi, parce que Ullmark, pour moi, c'est un très bon gardien de but, expérimenté et qui vient d'une équipe très forte aussi. Fait que d'après moi, je pense vraiment aussi que Ottawa va réussir à faire les séries éliminatoires et ça va être très important pour les joueurs de rester constants avec leur nouveau coach. La constance, ça va être vraiment important, mais ça va être surtout l'année où ça va passer ou ça va casser pour certains joueurs. C'est vraiment là qu'on va voir cette année avec les acquisitions de Perron et de Nick Jensen à la défense, en plus de Ullmark dans les buts. Ça va être vraiment là qu'on va voir si les joueurs comme Tkachuk et Tim Stutzle vont vraiment pouvoir enfin sortir Ottawa de cette léthargie de toujours manquer les séries, de toujours manquer de jus à un certain moment dans la saison. Ça va être important aussi pour Giroux qui s'en vient sur la fin de sa carrière de vouloir faire peut-être un dernier push en séries éliminatoires. Donc ça va vraiment être intéressant pour Ottawa qui sur papier présentement ont vraiment les chances d'être une équipe, peut-être pas une équipe puissante cette saison, mais une équipe qui pourrait se battre ou même être dans une bonne posture pour les séries. Allons-y maintenant avec le Lightning de Tampa Bay
qui eux ont eu une été, mouvementée, autant dans la bonne direction d'un côté que dans la mauvaise direction. On a eu bien sûr la perte du capitaine et du joueur étoile Steven Stamkos, qui lui s'est engagé avec Nashville, mais on est allé chercher en retour pour cette saison Jake Getsel, l'ancien des Hurricanes de la Caroline et des Penguins de Pittsburgh. Donc on amène un gagnant de la Coupe Stanley pour aider une équipe déjà très expérimentée en série, mais on perd quand même un vétéran et le capitaine de cette formation en Steven Stamkos. C'est vraiment presque un geste très traître que Julien Brisebois a fait, le general manager du Lightning de Tampa Bay, parce que il est allé signer Victor Hedman une extension à 8 millions de dollars jusqu'en 2029, le même contrat que Stamkos a signé avec Nashville. Donc on peut dire que c'est comme un espèce de contrat un peu controversé, si je peux le dire comme ça. Steven Stamkos, on parle quand même de tout un joueur de hockey, plus de 600 buts en carrière, a vraiment été l'étoile de la franchise au complet. On a eu des gros joueurs à Tampa Bay, on a eu des gars comme Martin Saint-Louis, on a eu des gars comme Vincent Lecavalier, puis on a eu des gars comme Steven Stamkos. Évidemment, je parle pas de Kucherov, de Brayden Point, etc., mais Steven Stamkos, il n'y en aura pas un autre comme lui dans cette franchise-là. De laisser ce joueur-là aller à Nashville, c'est oui un geste un peu traître, mais c'est un geste complètement gagnant pour les Prédateurs de Nashville. Donc ça va vraiment être une opportunité, oui, pour Stamkos d'aller jouer avec des gros joueurs à Nashville, mais c'est une énorme perte pour Tampa Bay qui vont peut-être avoir beaucoup de misère à essayer de reprendre une espèce de rythme sans Stammer à leur côté. Mais ils ont quand même Victor Hedman, Brayden Point, Nikita Kucherov, qui sont pas mal rendus leur top 3 des joueurs, mais il manque quand même un gars sur le powerplay pour faire ces gros buts-là sur un tir sur réception. Donc on verra ce qui va se passer du côté de Tampa Bay cette saison-ci. Je pense pas qu'il va y avoir une grosse déformation du côté de l'équipe. On est quand même allé chercher Jake Getsel pour 4 ans. Donc moi j'ai confiance à Tampa Bay. C'est une équipe qui, oui, en série n'est plus ce qu'elle était, mais ils ont quand même des gros joueurs. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer du côté de Tampa Bay. Et d'ailleurs, le 28 octobre prochain, ça va être un retour pour Steven Stamkos dans son ancien chez lui, à Tampa Bay. Le 28, c'est les Predators qui vont être directement à Tampa Bay. Donc, c'est sûr et certain qu'il va y avoir un hommage à Steven Stamkos à ce match-ci, en début de match, quand même, leur ancien capitaine. Je suis pas mal certain que c'est Victor Hedman qui va prendre le C de Stamkos dès la saison prochaine, ou peut-être qu'ils vont laisser la saison sans capitaine, ce qui me surprendrait énormément, mais vraiment ça va être un énorme changement au niveau sur la glace, mais aussi au niveau du vestiaire. Malgré la perte de Stamkos à l'attaque, du côté de la défensive, on a eu beaucoup de changements et je dirais qu'on s'est amélioré à comparer à la saison dernière. Tout d'abord, on a échangé Mihail Sergachev à Utah en retour de Janis Jérôme Moser qui s'amène avec Tampa Bay. Ça va être un rajeunissement un peu et un changement un peu de philosophie à la défense parce que Moser est beaucoup plus défensif, quoique il y a beaucoup d'habileté aussi en attaque. Et on a aussi ramené, grâce à cet échange, l'ancien défenseur de Tampa Bay, Ryan McDonough, qui arrive de Nashville, lui. Donc, lui, il va ramener beaucoup d'expérience encore sous contrat pour 2 saisons. Donc, va sûrement terminer peut-être sa carrière avec Tampa Bay. On verra bien. Mais ça amène 2 défenseurs, un expérimenté et un vraiment plus jeune, qui vont vraiment dynamiser la défensive et apporter, comme je l'ai dit, beaucoup plus d'expérience que la saison dernière. Allons-y maintenant des Maple Leafs de Toronto, qui ont été eux aussi occupés cet été, entre autres avec le changement de leur capitaine. Oui, le nouveau capitaine, c'est maintenant Austin Matthews, l'étoile de l'équipe qui va remplacer John Tavares à partir de cette saison.
Selon moi, je trouve que c'est une idée excellente. Austin Matthews, c'est sûr qu'il le mérite beaucoup. Et à mon avis aussi, John Tavares l'idée pas vraiment l'équipe. C'est sûr qu'ils se sont rendus en série, oui, mais ils ont eu beaucoup de misère pendant les séries. Austin Matthews aussi, il a eu 69 buts la saison dernière, ce qui est extrêmement bien et aussi très difficile à obtenir. Ça va aussi amener une nouvelle énergie à l'équipe. Qui sait, peut-être qu'ils vont gagner la coupe cette saison. Avec le nouveau capitaine Austin Matthews, qu'est-ce qui va se passer avec John Tavares? Le futur de John Tavares c'est vraiment un gros point d'interrogation pour beaucoup de gens en fait. 33 ans, il était payé 11 millions le gars, là. 11 millions. C'est énorme. Faut se dire qu'Austin Matthews, en ce moment, il est payé 13,250 millions. Là. Donc pour un gars d'être payé 11 millions, et je veux dire, quand John Tavares est arrivé aux Maple Leafs, il venait des Islanders, c'était un gros truc. Là. En même temps, il avait pas de 33 ans, il était en fin de vingtaine, il était quand même dans un certain prime de sa carrière, mais vraiment, c'est allé complètement vers le bas dans les 2-3 dernières saisons. Oui, une victoire, une série victorieuse en série éliminatoire, c'est bien beau, mais depuis John Tavares, il n'y a pas vraiment d'idée d'affaire. C'est vraiment Austin Matthews, surtout qu'il a marqué 69 buts l'année passée, le premier depuis je sais pas qui. C'est vraiment exceptionnel. Ce qu'il peut faire sur la glace, et je suis sûr qu'Austin Matthews, dans le vestiaire, c'est lui que le monde écoute. C'est lui qui lead la place. C'est pas tant Johnny T. Ceci étant dit, est-ce qu'on va signer John Tavares? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va rester avec les Leafs? On ne sait pas non plus. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Il veut dire, John Tavares n'est certainement pas sur une fin de carrière, en tout cas pas encore, 33 ans, il peut encore faire beaucoup de choses. Il va être agent libre sans restriction dès la saison prochaine, dès 2025-2026. Donc je suis pas mal certain qu'il y a une équipe qui va vouloir de ce gars-là et de son talent. Parce qu'on n'est pas en train de dire qu'il a perdu tout son talent. Ce gars-là, c'est un marqueur et c'est un bon fabricant de jeu à la fois aussi. Donc, ça va vraiment être intéressant de suivre le dossier John Tavares. Ça peut être vraiment intéressant. Où est-ce qu'il pourrait arriver dès la saison prochaine? Ça, c'est si quelqu'un le signe. Mais la brigade des Maple Leafs, parlant des autres joueurs, c'est vraiment une équipe qui fait peur énormément. Austin Matthews, Nylander, Mitch Marner, qui va être agent libre sans restriction dès le début de la saison prochaine. Mais je suis pas mal certain qu'il va être signé. On est allé chercher Max Domi jusqu'en 2028. David Kempf, qui est un excellent joueur sur l'infériorité numérique. Kel Youngcroak. Ryan Reeves, qui est un gars qui brasse toutes les cages au monde. Faites juste demander à Harburg Zakai. Et on a Matthew Knies aussi, qui va être agent libre avec restriction, sûr et certain qu'on va re-signer ce jeune joueur-là. Et défensivement, on est allé chercher Oliver Ekman-Larsson des Panthers et Chris Tanev des Stars de Dallas. Les deux, en tout cas Oliver Ekman-Larsson jusqu'en 2028 et Christopher Tanev jusqu'en 2030, en plus de Morgan Rielly qu'on garde jusqu'en 2030. Fait que pour moi, la défensive est pas mal très très complète. On est quand même allé chercher des gros joueurs en Chris Tanev et Ekman-Larsson qui peut amener beaucoup d'offensive aussi. Quoique dans le cas de Chris Tanev, c'est un gars qui est beaucoup plus défensif, mais très très effectif sur la patinoire aussi. Donc, est-ce que les Leafs vont pouvoir atteindre la Coupe Stanley? On parle quand même des Leafs, et on est quand même des fans des Canadiens, fait qu'on va leur souhaiter du malheur un peu, évidemment. Mais les Leafs, sur papier, sont des contenders, encore une fois cette année. Reste à savoir s'ils vont pouvoir être constants sur la glace, mais aussi au niveau du gardien de but. On s'est débarrassé du poids lourd, comme je peux dire, de Samsonov. On a maintenant Joseph Woll et Anthony Stolarz. Deux bons gardiens de but quand même. Joseph Woll qui fait vraiment des miracles dans les ligues mineures et qui a fait des miracles en série en première ronde contre les Bruins malgré leur défaite en Game 7. Donc, voyons voir ce qui va se passer avec les Leafs cette année. Encore une fois, ça va être intéressant de voir autant Matthews et ses exploits que voir ce que l'équipe est capable de faire. Il y a là aussi avec les Maple Leafs un changement d'entraîneur. Donc, c'est Craig Berube, l'ancien entraîneur des Blues, d'ailleurs avec qui il a gagné la Coupe Stanley, s'amène avec Toronto et ça va vraiment être un changement
j'ai l'impression, de culture et de façon de jouer. On se rappelle bien avec Sheldon Keefe comment on était surtout situé à l'attaque simplement, et en défensive, on avait vraiment beaucoup de lacunes durant les quelques dernières saisons qu'il était là. Avec Craig Berube, j'ai l'impression vraiment, surtout avec les grosses acquisitions en défensive de Tanev, Ekman-Larsson, on peut même mettre la nouvelle acquisition des derniers jours, Yanni Akampa, l'ancien des Stars, lui aussi. Donc on met vraiment un emphase beaucoup plus sur la défense. Déjà que l'attaque est présente, on peut se concentrer vraiment à améliorer la défensive, ce qui est vraiment, pour moi, la plus grosse lacune des Maple Leafs depuis les dernières saisons. Donc j'ai vraiment l'impression qu'avec Craig Berube, il y a beaucoup de potentiel qu'on peut espérer du côté des partisans des Leafs, un peu comme ce qui est arrivé quand il a amené les Blues à la victoire de la Coupe Stanley. Il faut se rappeler qu'il avait rentré en série à la dernière place du classement et il avait quand même réussi à remporter la Coupe Stanley avec son équipe. Donc les Maple Leafs peuvent espérer, surtout avec un entraîneur qui a beaucoup de vécu et d'expérience, beaucoup plus qu'avait Sheldon Keefe à son arrivée avec Toronto. Il faut aussi noter que Max Pacioretty, l'ancien capitaine du Canadien de Montréal, est officiellement en professional tryout avec les Maple Leafs de Toronto, donc ça peut ajouter un excellent ailier, oui vieillissant, mais ça reste un poteur, Max Pacioretty, qui peut amener beaucoup de boost aux Maple Leafs si jamais il peut signer un contrat avec eux après le camp d'entraînement. Allons-y maintenant de cette dernière équipe, de cette première partie des équipes de la Ligue nationale, avec une de nos équipes, sinon la favorite, les Canadiens de Montréal. Moi, je voulais dire un gros bravo à Kent Hughes d'avoir prolongé le contrat de 3 gros joueurs, Cole Caulfield jusqu'en 2031, Nick Suzuki jusqu'en 2030 et Juraj Slafkovský jusqu'en 2033. Ce sont les 3 joueurs qu'on devait vraiment prolonger, surtout pour Slav, parce qu'il a montré beaucoup de potentiel dans l'équipe cette saison et qu'il sera un joueur dominant dans le futur. Et c'est sûr qu'un jour, peut-être même cette saison, on va pouvoir se rendre en séries éliminatoires grâce à ces 3 joueurs. En plus de ces 3 joueurs-là, Ken Hughes a fait un move absolument merveilleux en amenant Patrick Laine des Blue Jackets de Columbus à Montréal. Donc, on amène un 4e joueur parmi ce trio-là extrêmement efficace. Patrick Laine, qui est de la même cohorte de repêchage qu'Austin Matthews, d'ailleurs, qui sont un peu reconnus comme les 2 meilleurs de ce repêchage-là. Patrick Laine, qui est un marqueur né, c'est un gars qui est extrêmement efficace, qui a des belles mains, qui a un même style de jeu que Kucherov. Donc, ça peut vraiment être... honnêtement, c'est pas seulement que ça peut être, ça va être notre marqueur cette saison. Je suis pas mal sûr que Patrick Laine, avec des gars comme Suzuki et Slav qui sont capables de bien passer le puck. Patrick Laine, admettons sur un powerplay, même sur un 5 contre 5, est un marqueur de 40 buts et plus cette année. Ou peut-être un peu moins, on verra ce qu'il y en est. On verra ce qu'il y en est de la santé aussi. Ça a toujours été un très gros problème, la santé à Montréal. Mais avoir Patrick Laine dans notre alignement, ça nous promet peut-être un ticket directement en série. Il faut juste falloir que l'équipe reste constante et qu'on accumule des victoires tout au long de la saison. En parlant de joueurs en santé, si bien sûr Kirby Dach reste en santé, c'est un autre joueur qui a beaucoup de potentiel dans l'équipe. Et aussi, si Josh Anderson décide de se réveiller, c'est un autre joueur qui a beaucoup de potentiel dans l'équipe. On peut vraiment dire que ça a vraiment été un excellent été aussi pour le Canadien avec justement les signatures de Slafkovský et l'arrivée surtout de Patrick Laine. Ça fait 2 saisons consécutives, si on veut, qu'on amène des joueurs extrêmement polyvalents et performants. Il faut se rappeler, Kirby Dach, on l'avait amené à l'été il y a 2 ans, et cette fois-ci, c'est Laine. Et on peut vraiment dire maintenant qu'on a un top 6 très dangereux du côté du Canadien. Bien sûr, si tout le monde reste en santé, avec Slafkovský, Nick Suzuki, Cole Caulfield, Alex Newhook, Kirby Dach et vraisemblablement Patrick Laine, ça va être eux le top 6 cette saison, et c'est vraiment un top 6 qui fait extrêmement
peur sur papier. Reste vraiment à voir si on va être capable et d'avoir la cohésion avec ces 6 joueurs-là et bien sûr la santé. Il faut aussi regarder le fait que le troisième trio va être quand même composé normalement de Josh Anderson, Brendan Gallagher et Jake Evans, qui n'est pas non plus rien. Des joueurs qui sont capables de marquer une vingtaine de buts par saison du côté de Gallagher et Anderson, comme Chloé a dit, s'il se réveille. Et Jake Evans, vraiment un joueur défensif qui est capable quand même d'amener un peu d'offensive au besoin. Si on regarde ici du côté des gardiens de but, Samuel Montembeault sera sûrement notre numéro 1. Il peut se débrouiller parce que je le trouve quand même pas pire. Si les défenseurs font bien leur job, je trouve que Samuel Montembeault pourrait bien rester constant et montrer cette saison qu'il est capable d'être quand même un numéro 1. Dès la saison prochaine, pour le Canadien, beaucoup de joueurs en attaque vont être agents libres sans restriction. Je parle notamment de Christian Dvorak, Yoel Armia, Jake Evans, qu'on vient de nommer, Michael Pezzetta et aussi Alex Barré-Boulet, qu'on a juste signé pour 1 an. Donc ça va être important de voir, en tout cas dans la saison qui va s'en venir, ça va être qui des joueurs qui vont vraiment se démarquer de ces joueurs-là. Je trouve que Christian Dvorak, c'est un excellent joueur de centre qu'on devrait garder. Yoel Armia, c'est un bon joueur du 4e trio qui peut vraiment être extrêmement compétitif et féroce quand le temps vient. Et Jake Evans, pour moi, c'est notre homme sur l'infériorité numérique. C'est notre joueur de centre défensif par excellence. Donc ça va vraiment être beau à voir si on peut garder au moins ces 3 joueurs-là. Dans le cas de Michael Pezzetta et de Barré-Boulet, je ne suis pas sûr qu'on va les garder, malheureusement, mais ça va être quand même assez important de bien réfléchir par rapport à ces joueurs-là. Du côté défensif, ça va être David Savard, qui va être agent libre sans restriction. Lui, son contrat qui finit de 3,5 millions. Donc, est-ce qu'on va re-signer David Savard? Est-ce qu'on va l'utiliser dans une transaction avant la date limite des transactions? Ce sera aussi à voir. Mais j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer du côté des agents libres sans restriction dès la saison prochaine. Pour moi, j'ai l'impression que David Savard, il y a 2 possibilités qui s'offrent aux Canadiens cette saison. C'est, premièrement, si on réussit à faire les séries ou d'être bien placé en vue des séries à la date limite des transactions, j'ai l'impression qu'on va garder David Savard pour nous aider en série. Si, comme l'an passé, on est hors des séries, hors du portrait, déjà à la date limite, j'ai peut-être l'impression que c'est là qu'on va pouvoir échanger David Savard, si bien sûr ce qu'on a en retour fait du sens. C'est sûr qu'on ne peut pas accepter n'importe quoi contre David Savard, mais je dirais possiblement un choix de première ronde et on pourrait laisser partir Savard si, bien sûr, notre saison est déjà terminée vers la date limite. C'est ce qui va conclure notre partie de la conférence de l'Est des équipes de la Ligue nationale de hockey. On vous revient la semaine prochaine avec la division Ouest qui va être autant compétitive que celle de l'Est dès la saison qui s'en vient au mois d'octobre. Merci tout le monde pour votre écoute. J'espère, comme à l'habitude, qu'on vous a instruit autant que diverti. Et on se revoit la semaine prochaine pour notre nouvel épisode sur la Ligue nationale de hockey. Merci et bonne soirée.